Dans les grandes lignes, la situation, la tendance déjà générale sur le marché des maïs, et puis bien sûr parler un petit peu de ce marché, mais aussi de la situation actuelle. On y viendra plus sur la fin de la présentation. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'échanger aujourd'hui sur les tendances maïs pré- et post-Covid, enfin post-Covid, ce qu'on en sait pour l'instant, puisque pour l'instant, on manque un peu de visibilité, comme vous avez dû le remarquer. Donc, juste avant de commencer, peut-être vous dire que c'est pas l'idéal, hein, les webinaires, vous le voyez bien aujourd'hui, on aimerait quand même bien se retrouver face à face parce que voilà, on se voit pas, on a un peu l'impression de parler dans le vide. J'en ai déjà animé plusieurs et c'est quand même pas l'idéal, on s'en rend bien compte, donc on espère que ça va pas durer. Voilà. Euh, Violaine, je vous laisse peut-être partager du coup mon PowerPoint. Voilà, alors, donc, la filière maïs, tendance et évolution. Allez-y, on peut passer, Violaine. Alors, déjà, les maïs, c'est pourquoi faire? On se réunit d'abord, bien sûr, dans un objectif d'utilité pour l'entreprise, donc de travail, donc de délivrer du contenu, d'informer, de former. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire effectivement via le web. Par contre, on se réunit aussi dans une logique de développer son réseau, d'élargir son réseau. Ça commence à être plus compliqué sur le web. Et puis aussi dans une logique de motivation, hein. Les mailles, c'est aussi fait pour motiver les groupes, pour les valoriser. Et là aussi, c'est plus compliqué dans le cadre de webinaires. La motivation, effectivement, c'est aussi de la valorisation des équipes, des clients, d'où l'importance aussi du choix du lieu, du choix des prestataires. On ne choisit pas les mêmes prestataires en fonction de l'objectif et des personnes réunies. La vocation essentielle donc, des séminaires et des conventions, c'est de mobiliser les troupes, de contribuer à l'accroissement des ventes, d'informer. Voilà, d'où la difficulté aujourd'hui pour les entreprises de se passer des événements et des séminaires en présentiel. Je vous laisse passer. Voilà. Alors, je voulais vous présenter, avant de vous présenter nos études Coach Omnium, une étude qui a été faite, vous en avez peut-être entendu parler tout récemment, à l'initiative de la Banque des Territoires et de la DGE, mais bon, il y a aussi pas mal d'autres acteurs qui sont rentrés dans la boucle, sur les événements d'entreprise et les institutions, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas tellement de données sur le sujet, c'était surtout sur des congrès, sur les salons, mais sur tout ce qui était événements d'entreprise, on avait beaucoup moins d'informations. Et donc, il y a une étude qui a été menée en 2019, donc c'est pré-Covid, mais qui donne quand même des tendances intéressantes. Et on voit que, par exemple, les premières motivations des participants, alors ça diffère en fonction des participants, s'ils sont français ou internationaux, mais pour les Français, c'est à peu près à 50-50 entre développer son réseau, donc d'où des difficultés effectivement quand on est à distance, et le contenu, donc informer, former et faire des bilans ou élaborer une stratégie. La slide suivante. Donc, toujours dans cette étude, donc, par rapport aux événements d'entreprise, ils ont essayé de calculer les retombées des événements d'entreprise et d'institutions en France. Ça représenterait à peu près 32 milliards d'euros, répartis quasi équitablement entre les entreprises de production d'événements, donc tout ce qui est accueil, aménagement, prestataires, traiteurs, location de salles, et puis, les entreprises, donc les dépenses indirectes, ce qu'on appelle indirectes, donc les entreprises d'accueil touristique qui gravitent autour, les hébergements, la restauration, les commerces, les transports, etc. Donc, c'est 335 000 emplois. Ça représenterait à peu près 380 000 événements qui avaient été recensés sur l'année, dont une majorité de séminaires, et 52 millions de participants avec une faible dimension internationale. Il y a seulement 4% des événements d'entreprises qui auraient une dimension internationale et ce qui représenterait à peu près 11% des participants
qui seraient d'origine étrangère. Sinon, pour une grande majorité des événements d'entreprise, les participants restent locaux, régionaux. Et c'est 137 participants en moyenne et c'est une durée moyenne de 1,2 jours. Alors, les principaux secteurs d'activité des commanditaires d'entreprises MICE, enfin excusez-moi, d'événements d'entreprise, c'est les assurances, les banques et les services financiers à 20%, l'industrie, la recherche et l'informatique à 11%, et la santé, la pharmacie et les biotechnologies qui viennent juste derrière. Alors, je vous ai mis aussi cette carte qui avait été faite et qui me paraît assez intéressante, donc sur la répartition régionale des événements d'entreprise en nombre de participants et en poids au niveau du PIB. Et ça montre tout simplement la prédominance de l'Île-de-France, bien sûr, mais aussi, voilà, arrive en seconde place la région Auvergne-Rhône-Alpes, et on voit que la Normandie est quand même fait partie finalement des régions les moins accueillies, enfin, comment dire, celles qui accueillent le moins d'événements d'entreprise en nombre de participants. Bon, la proximité de l'Île-de-France explique aussi sans doute le phénomène. Alors, dans les pages suivantes, je vais vous parler donc des grandes tendances de la demande MICE qui ont été observées avant le Covid. 2019, c'est par rapport à une étude qu'on a réalisée en 2019 auprès des organisateurs et des entreprises qui organisent justement des événements, des MICE, que ce soit de toutes sortes, des séminaires, des congrès, des conventions, etc. Donc, tout ça, c'est des tendances effectivement qui sont pré-Covid, mais certaines vont peut-être amener à perdurer, certaines vont sans doute se renforcer et d'autres peut-être s'étioler, à voir. Mais je pense que c'est quand même intéressant de les mentionner puisque c'est pas un secteur, voilà, c'est un secteur qui va évoluer, mais avec probablement des choses qui vont perdurer. Donc, les manifestations organisées, c'est d'abord des séminaires. C'est aussi que c'est une appellation générique. Les organisateurs ne maîtrisent pas tous le jargon et donc ils emploient le terme séminaire pour pas mal d'événements finalement. Ça peut recouvrir de l'information, de la formation, de l'incentive, de la cohésion d'équipe. Ça peut recouvrir pas mal de choses. Ce qu'on observe ces dernières années, c'est une montée en puissance de l'événementiel et de l'incentive qui s'était plutôt tassé et puis qui est revenu assez fortement à partir de 2017, qui ont repris du poil de la bête. Et par contre, les conventions et les congrès tendent plutôt à être moins nombreux pour réaliser, notamment, donc on en organise pour réaliser des économies d'échelle, mais finalement, on se rend compte que les sociétés tendent plutôt à privilégier les séminaires multiples plutôt que les gros rassemblements qui sont au final moins rapides et moins faciles à organiser. La durée moyenne des manifestations, donc vous l'avez peut-être constaté vous-même, elle se réduit. Elle se réduit fortement et depuis longtemps déjà. On a perdu en moyenne une journée de durée de réunion professionnelle en une décennie à peu près. Il y a plus d'une manifestation sur deux qui se passe désormais sur une seule journée, voire moins, voire même une demi-journée, contre un quart il y a 10-12 ans à peu près. Comment on explique cette réduction de la durée des manifestations? C'est ça qui est intéressant. C'est bien sûr l'avènement des RTT à partir de l'an 2000. On prend plus de jours, donc on est moins souvent au travail. Le souci d'un travail utile, donc on se concentre sur vraiment du travail au sein des réunions et des séminaires. Et puis les restrictions budgétaires qui fait aussi que on part moins longtemps. Si on part qu'une seule journée, il n'y a déjà pas d'hébergement à organiser et ça fait moins de frais. Quels sont les lieux de réunion privilégiés? Alors là aussi, on a observé des gros changements cette dernière décennie. Jusqu'à présent, c'était les hôtels qui étaient vraiment les plus demandés. Alors, c'est toujours le cas, c'est toujours les hôtels, mais on voit qu'ils ont perdu pas mal de parts de marché. Les hôtels, c'est des lieux qui sont pratiques puisqu'on y trouve sous un même toit des salles, une restauration, de l'hébergement et puis souvent un service assez professionnel puisqu'il y a pas mal d'hôteliers qui sont vraiment des professionnels du secteur des MICE. Donc, c'est des lieux assez pratiques pour se réunir. Mais pour vous donner un exemple, en 2005, il y avait 91% des organisateurs qui nous avaient dit qu'ils utilisaient les hôtels
Et là, on voit qu'on n'est plus qu'à 39%. Donc, ça a vraiment réduit drastiquement. C'est plutôt les hôtels 3-4 étoiles qui sont privilégiés pour des questions d'image, de niveau de prestation, de confort. Et en matière d'hébergement, on est toujours plutôt sur des chambres single. 4 fois sur 5, les entreprises nous disent préférer les chambres single. Alors, le recul de la demande des hôtels, c'est l'externalisation des séminaires, qui a d'abord sanctionné l'hôtellerie, mais qui a aussi sanctionné, comme on le voit, les lieux de réception divers, donc tout ce qui va être salle polyvalente, restaurant, espace de conférence. Donc, effectivement, les entreprises se dotent de plus en plus ces dernières années, et ça risque potentiellement de se renforcer avec le Covid, de salles en interne qui sont parfois très professionnelles et très bien équipées au niveau technologique. Alors, cette solution, elle est plutôt quand même privilégiée pour des réunions qui sont sur une seule journée ou moins, et puis pour des réunions qui sont quand même de moindre ampleur. Les centres de congrès et de conférences, ça touche essentiellement les grandes manifestations. Les entreprises n'ont pas trop d'autres choix finalement que de se tourner vers ce type de prestataire. Et le développement aussi des salles en interne dans les entreprises, on voit ça a peu finalement eu de répercussions sur les châteaux et lieux de caractère qui restent très demandés parce qu'ils procurent de la variété, du dépaysement, du charme. Et ça, c'est quelque chose que les autres sites ne peuvent pas forcément apporter. Donc, ça reste très demandé. En revanche, les parcs à thème et les parcs de loisirs dégringolent un peu. C'est moins dans les us et coutumes des entreprises. Voilà, ça correspond finalement moins aux messages et aux images qu'elles veulent faire passer actuellement. Les activités périphériques, alors là aussi, on voit qu'elles sont en forte diminution ces dernières années. Tout simplement parce que quand on réduit les budgets, c'est souvent les activités annexes qu'on supprime en premier. Et puis parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, la durée des manifestations s'est réduite. Donc, si on se réunit que sur une journée, ce n'est pas forcément pour passer la moitié de la journée sur des activités, sauf bien sûr si c'est des séminaires d'incentive ou de team building, bien entendu. Mais bon, il y a quand même près de 4 commanditaires sur 10 qui continuent à en programmer, donc ce n'est pas négligeable. Et c'est plutôt les activités ludiques qui sont privilégiées avec des modes. Là, la mode, elle est plutôt aux cours de cuisine, aux escape games, aux chasses au trésor. C'est un peu la mode qu'il y avait en tout cas en 2019 sur les activités périphériques. Alors, comment les organisateurs recherchent des lieux? Bien sûr, c'est Internet qui domine. C'est tellement entré dans les us et coutumes d'ailleurs de chacun que les interlocuteurs parfois ne pensent même pas à le mentionner. Taper sa requête dans un moteur de recherche, c'est souvent finalement le premier réflexe qu'on a, mais même nous en tant qu'utilisateurs. Par contre, les réseaux sociaux restaient, parce qu'à mon avis, si on refaisait l'enquête aujourd'hui, je pense que ça aurait pris de l'ampleur. Mais en 2019, quand on les a interrogés, ça restait assez, même très, très minoritaire. Alors que bon, ça a probablement pris de l'ampleur. Alors, si Internet constitue un outil incontournable de recherche, c'est quand même un premier moyen d'approche. En général, après, les entreprises aiment bien avoir la personne en direct par mail et ou par téléphone. Les organisateurs, ils fonctionnent aussi par habitude, puisque souvent, ils sont fidèles à un lieu ou parfois même plutôt multifidèles à plusieurs lieux. Donc, tout simplement, ils piochent dans leur vivier. Et puis, tout ce qui est recommandation et bouche à oreille aussi, ça a beaucoup d'importance. Ils aiment bien se fier à la recommandation d'un tiers. À l'inverse, tout ce qui est plus intermédiaire, donc publicité, sites spécialisés, etc., c'est de moins en moins sollicité. Alors, les critères privilégiés pour le choix d'un prestataire, c'est l'accessibilité qui vient en premier, et ça depuis toujours d'ailleurs, puisque finalement, c'est un peu la porte d'entrée. On choisit d'abord une destination et puis après, au sein de cette destination, on va rechercher des prestataires et des lieux pour nous accueillir. Et ça revêt d'autant plus un caractère primordial qu'on limite la durée des événements. Donc, il faut que ce soit des sites assez faciles et rapides d'accès. Le prix. Alors, le prix, il a pris de l'ampleur ces dernières années.
c'est devenu le deuxième critère de choix. Et cet argument donc, est vraiment devenu important. On voit de nouvelles pratiques se développer. On va en reparler tout à l'heure, mais avec la montée en puissance des services achats dans les décisions, des négociations de plus en plus ténues, voilà, les entreprises deviennent vraiment très attentives à ce volet budget et prix. On constate dans les premiers critères de choix, et même ça arrive assez loin derrière, que les démarches environnementales ne font pas du tout partie des premiers critères de choix, ça ressort même pas. Il y a quand même 12% des entreprises qu'on a interrogées qui exigent que les prestataires MICE, alors ce n'est pas forcément leur critère de choix, mais en tout cas, elles exigent que leurs prestataires MICE adoptent des démarches poussées en matière de développement durable. Donc, on est de l'ordre de 12% des entreprises qui ont ce niveau d'exigence. En général, c'est des entreprises qui sont elles-mêmes engagées dans des démarches RSE assez poussées. Mais ça, c'est pareil, ça va peut-être évoluer aussi par rapport à tout ce qui se passe actuellement. À voir, c'est peut-être quelque chose qui va évoluer. Donc, ça fait le lien avec la slide suivante, puisqu'on voit, on a interrogé aussi des prestataires MICE en 2019, donc des prestataires qui ont des salles, des espaces réceptifs. Et quand on leur a demandé si elles s'intéressaient aux démarches environnementales et si elles mettaient en place des mesures, il y a près des 2/3 qui nous ont répondu oui. Mais quand on a creusé un petit peu, on a vu que finalement, c'était quand même des mesures qui restaient assez basiques. C'est le tri des déchets, donc c'est déjà ce qu'on fait dans la plupart des foyers français et dans les entreprises. Et puis, ça peut être éventuellement des ampoules à économie d'énergie. Mais finalement, ce qui a été mentionné, ça reste des mesures assez basiques. Il y en a très peu qui allaient, par exemple, vers des certifications ISO ou des démarches plus engagées. Les incontournables politiques de voyage et d'affaires, donc j'en parlais tout à l'heure, il y a 95% des entreprises que nous avons interrogées qui ont des politiques de voyage. Les premiers postes concernés, c'est l'hébergement et le transport, mais les réunions professionnelles font également partie de ces politiques de voyage. Les obligations faites aux collaborateurs, en général, c'est lié à des plafonnements de dépenses lors de soit lors de leur déplacement, soit lors de leur réunion professionnelle. Et puis, le choix de type d'hôtellerie ou d'hébergement, ça peut être par exemple plutôt une hôtellerie 3 étoiles, enfin, en fonction des publics. Il y a d'autres obligations qui nous ont été mentionnées, mais de manière beaucoup moins récurrente, sur la durée, par exemple, limitée des déplacements ou la préférence à la deuxième classe dans les trains. La réservation, elle est de plus en plus de dernière minute. Alors ça, c'est pareil, j'imagine, enfin, vous aurez peut-être des réactions là-dessus, mais j'imagine que c'est quelque chose que vous avez observé. C'est pareil, c'est pas récent. La réservation, c'est vraiment de plus en plus de dernière minute. Les prestataires s'en plaignent et je les comprends à juste titre. Mais les entreprises reconnaissent qu'il ne s'agit pas de caprice en fait. C'est aussi qu'elles-mêmes doivent toujours travailler dans l'urgence et on leur demande, les services leur demandent à la dernière minute d'organiser des événements. Et ce qui est assez surprenant, là, je trouve, dans le graphique, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un quart des entreprises qui organisent des conventions et congrès moins de 3 mois à l'avance. Donc, voilà, ça paraît vraiment très, 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 très short, quoi. Il y a un quart des entreprises aussi que nous avons interrogées qui indiquent, alors ça c'est pareil, vous pourrez peut-être témoigner, je ne sais pas si vous y avez fait attention aussi, mais qu'en plus du service commanditaire de réunion professionnelle, leur service achat participe ou s'intéresse en tout cas aux négociations. Donc il y a vraiment une montée en puissance des services achats dans le processus de négociation. Et puis que maintenant, les bonnes pratiques des entreprises aussi veulent qu'elles demandent plusieurs devis. La grande majorité des entreprises demandent 2 à 3 devis, voire plus. Il y en a même qui nous ont dit en demander jusqu'à 12 devis pour organiser un séminaire. Donc, vous, bien sûr, en tant que prestataire, ça vous demande aussi du travail qui n'est pas toujours très rentable. Alors, les budgets, donc c'est quelque chose qu'on doit mentionner, mais c'est une slide qu'il va falloir prendre avec beaucoup de pincettes parce que les organisateurs éprouvent toujours de grandes difficultés à s'exprimer sur les budgets. Elles nous disent que c'est variable en fonction des événements, que c'est tabou. Assez souvent, c'est confidentiel, elles ne veulent pas en parler. Et il y a un tiers même des organisateurs qui nous ont dit ne pas connaître leur enveloppe budgétaire.
ce qui est quand même assez surprenant puisqu'ils déclarent parallèlement que le budget fait partie de leur premier critère de choix, donc voilà, ça peut surprendre. Alors, les fourchettes de dépenses, elles sont bien sûr très larges. On voit qu'il y a à peu près un tiers des entreprises qui disent dépenser moins de 60 euros dans la partie journée d'études. Donc, c'est pour ça aussi que je vous dis que c'est à prendre avec des pincettes parce que ça paraît faible quand même comme montant de journée d'études. Alors, c'est hors transport, hein. Voilà. Dans le cas d'économie, alors on leur a demandé, hein, puisqu'il y a quand même, en 2019, il y avait 58% des organisateurs qui nous ont déclaré avoir reçu des consignes de la part de leur direction pour réaliser des économies sur les dépenses liées à l'organisation d'événements. Et donc, sur les postes qu'elles ont privilégiés, c'est en grande majorité la suppression de certaines manifestations qui ne leur paraissaient pas incontournables, indispensables. Après, elles s'orientent plutôt sur des salles, des prestataires moins onéreux, sur les dépenses en restauration aussi, elles essayent de faire des efforts, voilà. Mais c'est vraiment la suppression de certaines manifestations qui vient en premier lieu. Alors, on va évoquer un petit peu le marché des congrès. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup que ça ne concerne pas forcément directement puisque voilà, vous disposez pas forcément d'espace de congrès et de convention, mais il y a quelques slides qui sont consacrés à ça qui peuvent être quand même intéressantes puisque c'est aussi des retombées pour les acteurs locaux, les congrès. Alors, une destination de congrès forme un tout où chaque élément est interdépendant. Ça paraît important, notamment pour les grandes métropoles qui sont des destinations de congrès, parce qu'il faut qu'elles réunissent, pour pouvoir être vraiment une destination de congrès, et notamment sur le marché international, une image, donc une certaine notoriété. Alors, si elles visent l'international, ça va être même une notoriété à l'international. Une accessibilité, donc c'est pareil, idéalement le TGV, mais aussi un aéroport international si elle vise l'international avec des dessertes directes et régulières. Une hôtellerie de grande capacité et plutôt 3 et 4 étoiles et des services inhérents à tout ce qui est offre en restauration, transports locaux, etc. Donc, on voit dès lors que tout ce qui est congrès internationaux vont forcément se focaliser sur des grandes métropoles qui peuvent justement répondre à ces quatre éléments essentiels. Alors, on a fait une étude sur les caractéristiques des centres de congrès et des parcs des expositions français. Il y a la moitié des établissements qui font plus de 5000 mètres carrés. Et il y a aussi à peu près la moitié des établissements qui ont des auditoriums qui ont une capacité entre 300 et 800 places. Mais c'est le cas d'ailleurs sur le département de l'Eure, puisque le Cadran, qui est le seul centre de congrès de l'Eure, s'inscrit sur ces superficies d'auditorium. Ils ont 2 auditoriums de 900 places modulables et de 200 places. Donc, on est bien sur ce type de capacité approximativement. Il y a près de 25% des établissements français donc de congrès et d'exposition qui ont acquis un ou plusieurs labels ou certifications. Le plus représenté, c'est la norme ISO 14001, qui est donc la maîtrise des impacts environnementaux liés à l'activité de l'entreprise. Mais il y en a tout un tas d'autres. Il y a la charte qualité et développement durable France Congrès, il y a tourisme et handicap, il y a la certification Quali Congrès délivrée par la FAC. Il y a aussi plus récemment la norme ISO 20121 qui est vraiment plutôt dédiée aux activités événementielles avec un management responsable des activités événementielles. Et puis depuis 2020, on en a vu apparaître de nouvelles aussi, liées bien sûr à la pandémie du Covid, avec notamment, je pense à Safe5 qui a été créé par Viparis et le bureau Veritas pour assurer une certaine sécurité par rapport à la pandémie. Autre phénomène aussi qu'on a vu sur les palais des congrès, c'est une recrudescence des créations et des rénovations. Actuellement, il y a une dizaine de centres de congrès et parcs expo en construction en France et 25 en rénovation-extension. Donc, vous avez sans doute des exemples en tête. Moi, je vous cite le Met à Toulouse ou le Comet à Orléans. Récemment, il y a le couvent des Jacobins qui a ouvert. En Normandie, il y a eu au Havre le Carré des Docks, mais bon, il y en a un certain nombre d'autres.
Le poids de la filière événementielle, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, les événements d'entreprise, ça représente à peu près 380 000 événements sur l'année 2019 et 52 millions de participants. Donc, c'est l'essentiel. Hein. Finalement, c'est 99% des événements qui sont finalement des événements d'entreprise. À l'inverse, les congrès, bah, ça représente que 0, entre guillemets, que 0,7% des événements. Alors, ces chiffres, ils sont tirés aussi d'une autre étude qui a été, qui a l'initiative en fait de l'UNIMEV et de la Banque des territoires. Les participants internationaux, finalement, on se rend compte qu'ils sont bien sûr plus importants sur la partie congrès que sur la partie événements professionnels. Les retombées économiques, alors les congrès, donc je vous ai dit, c'est 0,7% des événements, par contre, c'est 4% des retombées économiques. Donc, c'est quand même bien plus important en termes de retombées économiques. À noter que donc, le budget par participant, donc tout événement confondu, hein, congrès, salon, quelle que soit la durée, il est estimé à peu près à 260 € pour les dépenses directes et 252 € pour les dépenses indirectes. Donc, sont compris aussi dedans tout ce qui est transport, logement, etc. Le marché des congrès, donc c'est 2800 congrès en 2019 en France qui représentent 1,8 million de congressistes. On voit qu'il y a quand même une majorité de congrès qui sont assez restreints puisque c'est moins de 500 participants. Et il y a 26% à l'inverse qui réunissent plus de 1000 participants. D'après le classement ICCA, la France est le 3e pays d'accueil de congrès internationaux au monde avec 595 congrès internationaux qui ont été accueillis. Et Paris occupe la première position mondiale en 2019. Les premiers secteurs générateurs de congrès, je vous laisse regarder, c'est la santé, c'est la recherche scientifique et sociale, c'est les nouvelles technologies. On peut penser que ces secteurs resteront générateurs de congrès puisque c'est aussi un petit peu, on reviendra dessus, mais ceux qui s'en sont le mieux sortis en 2020. Et le poids de la filière événementielle, on voit que voilà, le taux d'occupation des centres de congrès est plus faible que celui des parcs expo. Alors, en fait, depuis 2012, les parcs expo ont affirmé une stratégie d'autoproduction d'événements pour essayer un peu de diversifier leur offre et puis de sécuriser leur activité. Donc, on voit qu'il y a 45% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé par la production d'événements, ce qui leur permet notamment aussi d'avoir des taux d'occupation un petit peu plus importants que sur les centres de congrès qui s'orientent moins vers cette production d'événements. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour la partie congrès. Alors, dans les pages suivantes, on va parler un peu plus des salles de réunion, des tendances sur les équipements et les décorations des salles de réunion qui ont finalement pas radicalement changé ces dernières années. On a surtout joué sur l'ambiance, la décoration et puis bien sûr les équipements technologiques, qui est un petit peu… La salle de réunion, finalement, c'est le point stratégique de la réunion. Hein, c'est là où les participants vont passer le plus de temps. Alors, pour les salles de réunion, il y a 4 clés de succès pour une salle de réunion. C'est l'espace, donc tout ce qui est agencement, ameublement, décoration, la superficie, les prises électriques qui doivent être nombreuses puisque maintenant, tous les participants sont dotés d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones et il faut qu'ils puissent les recharger. Les surfaces recommandées par participant, donc ça dépend bien sûr du type d'agencement. Là, on a mis pour l'agencement en U, mais bien sûr, si on a un agencement en théâtre, on n'est pas sur les mêmes ratios. On va être plutôt sur du 1,2 ou 1,5 mètres carrés par participant. L'éclairage, alors idéalement, c'est de la lumière naturelle, avec possibilité d'occultation, bien sûr, c'est important pour tout ce qui est visionnage, mais idéalement, il ne faut pas de salles qui ne peuvent pas bénéficier de la lumière naturelle, surtout si on y passe toute une journée. L'insonorisation, donc éviter tout ce qui est pollution sonore, alors les bruits de ventilation, de cuisine, du personnel dans les couloirs, il faut que ce soit des salles qui soient bien isolées au niveau sonore, que ça ne fasse pas écho.
Et puis la température, donc le renouvellement d'air, le réglage en interne. Dans l'idéal, c'est bien d'avoir un tableau de commande centralisé, assez simple d'utilisation, qui va permettre à l'animateur de tout régler depuis ce tableau de commande, l'éclairage, l'occultation, la température, le son. Voilà, c'est bien d'avoir un tableau de commande central. Ça se fait de plus en plus. Les équipements de base qu'on doit avoir dans une salle de réunion, c'est le Wi-Fi très haut débit. Pour information, en 2019, quand on avait interrogé donc, des prestataires MICE, il y en avait 10% qui nous disaient ne pas disposer du Wi-Fi haut débit. Donc, c'est peut-être que 10%, mais ça paraît pas, c'est pas possible aujourd'hui de ne pas avoir un Wi-Fi haut débit pour accueillir un séminaire. Un vidéoprojecteur et écran mural avec idéalement une bonne fixation du vidéoprojecteur, que ce soit, que ça permette un visionnage optimal. Donc un tableau de commande centralisé, j'en parlais tout à l'heure, et puis idéalement aussi un coin pause permanent pour que les participants puissent prendre un café, un jus de fruits ou autre. Alors, les nouvelles technologies, finalement, les nouveautés et innovations dans les MICE, elles se font en premier lieu, bien entendu, via les technologies. Et ça, je pense que ça risque encore de se renforcer. Elles peuvent vraiment devenir un argument de vente à une valeur ajoutée, surtout dans le contexte actuel, encore une fois. Alors ici, je vais vous livrer dans les 2 slides quelques exemples de technologies qui peuvent être mises en place, qui ne sont pas toutes très nouvelles d'ailleurs. Il y a marqué les nouvelles technologies, mais ce n'est pas forcément très nouveau. Alors visualiser la salle en 3D de façon interactive, en fait, c'est depuis votre site Internet, c'est la possibilité pour ceux qui visionnent le site Internet de voir la salle en 3D et même de pouvoir y rajouter des options. Par exemple, en termes d'agencement de la salle, de nombre de participants, pour avoir une vue vraiment réaliste des salles et des espaces. Le séminaire en live, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Voilà, ça, c'est sûr que ça va se développer et ça se développe déjà. Le système ClickShare, je ne sais pas si vous le connaissez, ça permet notamment de se connecter à un système vidéo depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone, en un seul clic en fait sur un boîtier. Ça permet aussi de partager du contenu avec d'autres participants, de façon facile. Et les beacons, qui sont des bornes qui permettent de communiquer via le Bluetooth. Donc, par exemple, s'il y a un participant qui passe devant la borne, on peut lui envoyer une notification sur son smartphone avec un message de bienvenue ou diverses informations qui peuvent concerner l'événement. D'autres technologies, on a la domotique qui permet de contrôler en quelques clics, qu'on voit aussi apparaître dans les foyers, mais qu'on peut aussi adapter à l'espace, aux espaces réceptifs et aux salles de séminaire. L'écran tactile interactif, donc j'en ai vu dans pas mal de salles de séminaire et c'est quand même très sympa. Ça peut se faire sous forme d'écran Velleda, où je pense notamment celui que j'avais le plus vu, c'est le Samsung Flip, qui permet aussi de partager du contenu et puis d'avoir un outil un petit peu plus récent et un peu plus dynamique. Le mapping 3D, donc là, c'est plus original comme technique de projection. Là, j'en ai pas tellement vu, mais bon, ça peut se faire aussi. Et puis l'hologramme, qui est aussi là beaucoup moins couramment utilisé. Alors, je voulais vous mettre cette slide parce que je suis retombée là-dessus et j'ai trouvé ça quand même marrant parce que je pense que là aussi, c'est plus trop d'actualité. En 2019, on avait interrogé les entreprises sur les outils, les équipements numériques qu'elles utilisaient et ou qu'elles n'utilisaient pas d'ailleurs. Et là, on voit que finalement, le séminaire en live, il n'y avait qu'un tiers des entreprises qui l'utilisaient, parfois ou souvent. Alors que je pense qu'aujourd'hui, ce serait 99% des entreprises en fait, qui l'utilisent. Donc, ce n'est plus trop d'actualité, mais on voit quand même la montée en puissance de ce type d'outil qui est énorme finalement. Voilà, je trouvais le tableau rigolo à montrer. Alors, autre tendance, donc, qui est là plus dans l'ambiance et la décoration, qui s'est aussi beaucoup développée dans l'hôtellerie notamment, mais pas que, aussi dans les espaces de coworking, c'est la tendance lifestyle. J'imagine que vous en avez entendu parler. C'est un peu le buzz du moment
avec des espaces plus chaleureux, plus conviviaux, plus informels, plus détendus, moins studieux. Alors, il y a des tas d'exemples, je vous en ai mis quelques-uns. Le concept Easy Work de Mercure, leur slogan, c'est « Découvrir un nouvel espace étudié pour vous permettre de travailler comme à votre bureau ». Organisé autour d'un espace commun convivial qui est très bien équipé avec le Wi-Fi, Confco, l'imprimante, des chargeurs universels, des casiers de rangement, etc., etc. Je vous ai mis l'exemple aussi de l'espace Freedom au Polydôme de Clermont-Ferrand, qui est le centre de congrès de Clermont-Ferrand, parce que je l'ai visité récemment et j'ai trouvé que l'espace était vraiment sympa. C'est une salle de créativité qui vient en alternative aux autres salles de sous-commission du centre de congrès et qui offre vraiment un coin un peu sympa. Il y a un bar, enfin, voilà, c'est assez convivial. Je vous ai mis aussi l'exemple du chalet Royalp qui est en Suisse et qui a des salles un peu atypiques et conviviales sur des thématiques, se réunir chez soi, la bibliothèque, le cinéma. Voilà, je vous invite à aller voir si vous voulez les sites internet de ces exemples. Alors, on en vient un petit peu au vif du sujet actuellement, le contexte en 2020-2021 qui n'a pas été franchement au beau fixe pour le monde de l'événementiel, qui a même été mis à l'arrêt carrément. Depuis un an, le monde de l'événementiel est mis à l'arrêt. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire. En 2020, les estimations tablent sur une baisse de 80% du chiffre d'affaires. Donc, c'est énorme. Enfin, c'est du jamais vu. Dans toutes les crises précédentes, c'est du jamais vu. Alors, dans cette partie, nous-mêmes, on n'a pas fait, enfin, on a fait une étude auprès des centres de congrès, je vais vous en parler brièvement, mais on n'a pas fait d'études, donc je vais vous parler d'autres études qui ont été faites et qui sont assez révélatrices et assez intéressantes, je trouve, notamment une étude qui a été faite par Atout France en juin 2020 et qui a été faite auprès d'organisateurs d'événements, donc d'entreprises. L'enquête a été menée en septembre 2020. Et donc, on a interrogé les organisateurs d'événements et notamment sur leur retour de confiance. Et selon eux, ça passera par plusieurs points, notamment l'adaptation des prestations et des tarifs, donc pour pouvoir rentabiliser leurs opérations, l'hybridation des événements, donc ça, je pense que ça va être le grand buzz 2021-2022, l'hybridation des événements avec une partie en présentiel et une partie en digital. Le respect donc des protocoles sanitaires sécurisants, bien sûr, toujours la même chose. Et puis l'optimisation de l'empreinte environnementale. L'environnement prend de plus en plus de place au sein des événements. Et la proximité d'abord. Donc, on réduit un peu aussi le rayon d'action géographique et on se réunit d'abord à proximité. Il y a 3 secteurs qui ont été moins touchés. Ce n'est pas très original, enfin, vous deviez vous en douter, la pharmacie, les technologies et les biens de consommation. Et ce qui ressort aussi et que je vous ai marqué, c'est l'absence de visibilité. Mais ça, j'imagine, vous le savez vous-même. Et ça concerne aussi bien les prestataires que les organisateurs. Il n'y a pas de visibilité, on a des informations au compte-gouttes de toute façon. Donc, en tout cas, c'est probablement un marché qui va être durablement impacté. Donc, la slide suivante concerne justement l'étude que nous avons réalisée auprès des centres de congrès et des parcs d'expo en septembre dernier sur les conséquences à moyen terme, selon eux, de la crise économique et sanitaire. Et ce qui est ressorti, c'est vraiment la baisse du nombre de manifestations et du nombre de participants. C'est les 2 premiers éléments. Mais c'est aussi la remise en question de tout un tas de leur fonctionnement, de leurs investissements, de leur stratégie, de leur commercialisation, de leur charge de personnel. C'est vraiment un chamboulement et une remise en question complète de leur activité finalement. La slide suivante, c'est une autre étude qui a été réalisée et qui se recoupe pas mal en fait avec les résultats de l'étude Atout France, qui a été commandée par le CRT Côte d'Azur France et qui met en avant, alors justement, là aussi, c'est des organisateurs qui ont été interrogés, et qui met en avant la pérennisation de la digitalisation. Ça, c'est quelque chose effectivement qui ressort systématiquement, mais aussi le maintien des formats physiques pour certaines rencontres. Comme je vous avais dit, tout ne peut pas passer par le digital. Tout ce qui est développement du réseau et motivation, ça ne peut pas passer par le digital.
et un lien plus étroit avec le territoire d'accueil. Donc là aussi, c'est mis en avant. Outre le contexte finalement de distanciation sociale, donc les entreprises vont davantage sans doute se tourner vers l'hybridation des événements, vers la limitation des déplacements donc, et des frais inhérentes, vers une diminution de l'empreinte écologique. C'est un peu les premiers éléments qui ressortent. Il y a une autre étude que je ne vous ai pas notée, mais je vais vous en dire un ou deux mots. C'est une étude qui a été menée par le groupe Accor sur sa division Meetings and Events et qui montre que 50% des réunions physiques qui étaient initialement prévues en 2021 évolueront vers des formats virtuels. C'est 50% quand même. Et que 70% des personnes interrogées, donc dans le cadre aussi de cette étude Accor, considèrent que les réunions hybrides vont devenir une offre essentielle dans le futur. Dans la slide suivante, je présente quelques solutions finalement qui ont été mises en place dans ce concept par des différentes entreprises pour justement aller vers une hybridation des événements, puisqu'on est en plein dedans. Donc notamment All Connect, qui est une offre développée par Accor en partenariat avec Microsoft Teams, qui est plutôt dédiée à des réunions de petits formats de 8 à 50 personnes, et puis qui mettent en place justement des formules hybrides assez poussées. Ce n'est pas le seul groupe hôtelier, hein. Il y a un peu tous les groupes hôteliers là, qui se positionnent sur le sujet. Je pense à Marriott avec son programme Connect with Confidence, ou à IHG aussi avec son programme Meet with Confidence. Et le programme IHG est assez intéressant parce que, outre des solutions effectivement de tests anti-Covid rapides, de mesures sanitaires, de technologies, etc. Elle met en place aussi d'autres types d'offres, comme par exemple une restauration pour les participants à distance, une offre en restauration qui est du coup distribuée hors site auprès des participants et qui permet finalement à tous les participants, aussi bien en présentiel qu'en distanciel, d'avoir le même repas et de pouvoir du coup partager ce moment convivial autour d'un même repas. Les studios audiovisuels, alors il y a par exemple une agence basée à Nantes qui s'appelle MProd, justement qui s'est spécialisée dans l'organisation de séminaires au sein de studios, voilà, de vidéos vraiment pour réaliser des échanges comme un studio télé en fait. Les salons de l'Aveyron à Paris l'ont fait aussi. Vous avez une petite photo là, ci-contre. Il y a Barrière aussi qui a mis en place le groupe Barrière en partenariat avec TF1 Factory, une solution qui s'appelle Corporate Broadcast et qui justement propose de mettre en place des studios TF1 sur leur site Barrière pour développer des événements au sein de leur site en fait. Une autre initiative un petit peu plus marginale et originale, c'est le Social Bar. Alors, l'idée, c'est de permettre aux entreprises justement de créer des rendez-vous un peu informels, en fait, à mi-chemin un peu entre l'apéro virtuel entre amis et la réunion impersonnelle devant un PowerPoint. Et il y a un animateur qui est chargé d'animer ce rendez-vous et qui va proposer des petits jeux aux participants pour avoir justement un petit peu, pour retrouver un peu le côté motivation qu'on a perdu dans les web séminaires. Et pour conclure sur cette présentation, finalement, ma conclusion, c'est est-ce que les réunions physiques vont-elles être condamnées? Personnellement, mais bon, je pense que je ne suis pas la seule à le penser, ce n'est pas possible. J'ai un peu révélé, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire passer de manière virtuelle. Et finalement, on s'est rendu compte, après chaque crise, même si celle-ci est quand même très atypique et très massive, que le marché des mailles est reparti de plus belle, même s'il a connu une baisse pendant 2-3 années. Ça a été le cas notamment en 2008-2009. Il y a eu une baisse drastique des réunions, des séminaires en 2010-2011, mais finalement, c'est reparti à la hausse. Parce que finalement, les commanditaires MICE, ils ont besoin de se réunir, de réunir leurs troupes. C'est vraiment, le MICE, finalement, c'est un instrument de management. Et c'est difficile pour une grosse entreprise de s'en passer ou de tout balancer sur du virtuel. On a besoin de se parler, on a besoin de se voir.
c'est un investissement incontournable pour les entreprises. Donc, je suis personnellement plutôt positive sur l'avenir des MICE, même s'il y a des choses qui vont changer, même s'il y aura très probablement plus de place accordée au digital, à l'environnement, qu'il va falloir un peu repenser son offre. Ça va perdurer et ça va revenir. J'ai bonne confiance en tout cas. Voilà. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez, ou alors ça viendra peut-être après au fil de... Sinon, je vous propose de continuer, madame. Oui, allez-y. Oui, donc moi, Corinne Diafet, donc je suis une agence événementielle. Je voulais juste rejoindre effectivement ce qui a été dit par rapport à ce que je vois moi de mes propres prospects et clients. C'est que donc moi, je travaille effectivement uniquement en B2B. Je suis une agence 360 degrés, c'est-à-dire, comme on dit maintenant, c'est-à-dire je fais aussi bien de la communication événementielle, stratégie événementielle que la logistique. Et j'ai un département qui effectivement à la fois qui est positionné sur les petites entreprises et l'autre qui est sur le domaine de la santé. Je confirme effectivement que le domaine de la santé s'en sort pas trop mal. Donc mon année a été pas terrible, mais bon, j'ai survécu. Et je pense que je m'en sors bien grâce à ça. Mais je confirme que les événements hybrides, ça devient vraiment la tendance parce que c'est ce que j'organise maintenant là sur 2021-2022. Et puis, cette histoire de studio où quasiment toutes les sociétés audiovisuelles et tous les sites que j'ai pu voir et visiter sur Paris essentiellement ont créé un studio pour pouvoir permettre de faire ces fameux événements hybrides en bénéficiant d'une technologie qui est vraiment poussée, extrêmement professionnelle. Donc, je pense effectivement qu'on va aller sur cette tendance-là très clairement. Merci, madame Café. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que tout le monde réfléchit avec beaucoup d'attention à la présentation que vous avez faite, madame Edelman, qui était vraiment très complète. Du coup, je propose à madame Gauvillard, si vous voulez prendre la parole et puis nous présenter votre offre. Oui, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui, ça fonctionne bien. Parfait. Merci beaucoup de m'avoir proposé en effet de témoigner sur notre offre, sur cet outil de travail en fait nouveau, j'ai envie de dire à Évreux, dans le cadre de séminaires, mais pas que aussi, hein, sur l'événementiel et de l'hôtellerie. Donc Madame Edelman, merci infiniment aussi de nous éclairer sur cette actualité et puis donc les tendances à venir et l'évolution qui en sera et ce qu'on en tirera hein, de cette crise. De toute façon, il y aura des effets tout à fait positifs. Vous avez d'ailleurs eu une note positive et heureusement, elle est positive, on va dire, hors Covid, puisque positif en ce moment, voilà, il faut mieux que ce soit du positif moral que du positif, entre guillemets, santé. Donc voilà, merci d'avoir eu cette... ça, c'est important pour nous, hein, que, quand on fait du séminaire, de se dire qu'en effet, la rencontre physique est essentielle et importante. Alors, je voulais donc vous faire une présentation donc, du manoir de Joséphine, ou des jardins de Joséphine en fait. Hein. La jeunesse, c'est les jardins de Joséphine. Alors moi, je suis donc Karen Bovillard, j'ai 43 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai une formation de juriste en droit des affaires, j'ai un master 2. J'ai été longtemps juriste en droit des affaires, pendant une douzaine d'années. Parallèlement, j'ai des mandats sociaux en fait, à la ville d'Évreux où je suis première adjointe. Je vous ai dit des mandats sociaux, mais des mandats politiques, pardon. Alors, politique de proximité, j'y tiens. Et également conseillère régionale de Normandie. À côté donc, de cela, nous vivons donc avec mon mari à Évreux. Nous avons une propriété qui fait pas loin de 7 hectares.
Et petit à petit, puisque nous avons acheté cette propriété en 2009, nous avons réalisé en effet divers travaux. Donc, alors, c'est vraiment dans le cœur d'Évreux, hein. C'est quartier de Navarre, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'est quartier des usines de Navarre. C'est un peu un site historique, et d'ailleurs notre propriété est en zone naturelle. Donc, on a plusieurs bâtiments, mais ces bâtiments, on a pu les restaurer puisqu'il y avait vraiment besoin d'une restauration importante, restauration du patrimoine. Et nous les avons donc restaurés en fonction donc d'un PLU qui était plutôt restrictif puisque il n'est pas possible en fait de construire davantage de bâtiments. Donc en fait, du coup, le développement de ce site événementiel, c'était pas forcément notre idée de départ, mais qui a pris donc ce tournant. Cela s'est fait aussi en fonction des possibilités que nous avons pu avoir par rapport au plan local d'urbanisme. Donc, nous avons démarré en 2012 les premiers travaux. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, il y a 7 hectares, mais on a insisté en fait, parce qu'on a l'Iton en fait, qui passe dans notre propriété. Je tiens à le souligner, mais c'est important puisqu'on parle de l'offre du manoir ou des jardins de Joséphine. Donc, c'est un cadre vert. Avec donc l'eau qui est très présente dans la propriété. Par contre, c'est absolument pas dangereux, ça je tiens à le dire. L'eau est, comment dire, alimentée par des bassins historiques réalisés par André Le Nôtre, donc des bassins un peu à la versaillaise. Et nous avons donc aussi un étang qui, à l'origine, a été créé donc par Mansart. Voilà, donc les grands architectes de l'époque. Et après cette période, puisqu'il y avait un château de Navarre, donc nous, en fait, la propriété, nous sommes des jardins de Joséphine. Préalablement, enfin, il y a plusieurs années, plusieurs siècles, le château de Navarre donc s'étendait sur notamment ces jardins. Et puis à un moment donné, donc le château de Navarre a été occupée par Joséphine de Beauharnais, notamment quand elle a été répudiée par Napoléon de Bonaparte. Donc, elle est venue vivre à Évreux en 1808. Elle y est restée 3-4 ans. D'ailleurs, elle s'est ennuyée un petit peu à Évreux. Mais bref, en hommage donc, à cette femme extraordinaire, cette duchesse, impératrice, reine d'Italie, donc nous avons dédié, enfin voilà, fait un hommage de notre propriété, d'où les jardins de Joséphine. Donc, je vous le disais, nous avons démarré nos travaux en 2012, des travaux donc extérieurs, principalement donc pour recréer des jardins, de très beaux jardins. Donc, on a introduit de belles essences. Et en 2016, nous avons donc restauré la première partie du bâtiment, donc le moulin. Et à partir de ce moment-là, on a donc le moulin, c'est je montrerai après, mais donc j'ai un diaporama, je ne sais pas si vous voulez le mettre maintenant, Violaine, mais donc avec les bâtiments. Donc, il y en a 3. Il y a le moulin. Alors, vous m'entendez, Violaine? Oui, j'ai mis le diaporama. Je ne sais pas si vous le visualisez. D'accord, pardon. Il était à l'écran. Il était déjà à l'écran, oui, pardon. Oui, normalement, tout le monde le visualise. Parfait. Alors, attendez, par contre, du coup, j'ai perdu. Hop, voilà. Je ne suis pas une très douée du webinaire, mais excusez-moi, je récupère. Affichage, quitter le mode plein écran. Voilà, c'est bon, donc je l'ai à l'écran. Donc, je vous parlais en effet donc, des bâtiments existants sur les jardins de Joséphine. Donc, il y en a 3 principaux. Donc, comme vous le voyez, le premier, c'est le moulin. C'est celui qu'on a restauré en premier en 2016. Donc, il fait 260 mètres carrés. Vous avez donc des indications en fait sur le nombre de personnes. Alors bien sûr hors Covid, hors contexte sanitaire, ça ce sont la signalétique qui existe hors Covid, puisque maintenant je crois qu'avec le Covid c'est 4 mètres carrés. Bon, puis de toute façon les séminaires c'est compliqué aussi à les organiser donc dans ce contexte. Donc voilà, cette salle en fait du moulin, c'est vraiment une salle qui tout de suite a bien fonctionné, notamment pour les mariages. Donc aujourd'hui on en fait entre 20 et 25 mariage. Et du coup, généralement, il y a la privatisation
Alors aujourd'hui, encore une fois, quand je parle aujourd'hui, bien sûr, en 2020, on n'a pas pu faire ce qu'on a souhaité faire comment dire, en mariage, hein. Il y a une bonne partie qui a été annulée, à cause, du contexte. Et cette année, c'est aussi, un mystère pour savoir en effet, si, nous pourrons, maintenir, les mariages. On a déjà, comme vous pouvez, l'imaginer, de nombreux reports par rapport, aux réservations. Et donc, voilà, cette salle, le Moulin, en général, elle est couplée, au manoir de Joséphine. Donc en fait, c'est le document, enfin le slide qui est voilà, un peu plus bas. Donc le manoir de Joséphine, celui-ci, on l'a restauré donc, en 2019. Donc c'était un bâtiment pardon, complètement, à l'abandon. Et on l'a restauré parce que l'offre en fait du moulin fonctionnait plutôt bien, sans forcément donc, que moi à l'époque donc, j'ai le temps en fait de développer, cet outil. Donc, voilà, encore une fois sur de l'événementiel. Donc, je ne sais pas si on met les mariages dans l'événementiel, mais aussi des anniversaires et puis aussi, des entreprises, hein, qui n'hésitaient pas à venir pour, des événements, pour, des anniversaires d'entreprises, pour des fêtes de Noël, pour aussi donc c'était aussi le démarrage, des séminaires. Et voilà, donc on nous a très rapidement demandé donc une offre, hébergement, puisqu'au Moulin, nous n'avions que, 3 chambres. Donc du coup, depuis 2019, au manoir de Joséphine, donc nous avons 11 chambres supplémentaires, ce qui donc, augmente notre capacité d'hébergement de 3 à 14. Et ce qui nous permet donc de faire en plus, de cette offre, événementielle, donc, du séminaire qu'on faisait donc encore une fois déjà, mais donc plutôt en journée d'études, et d'avoir donc une offre séminaire résidentielle, alors forcément ciblée, puisque c'est que 14 chambres, mais le concept, marche plutôt bien, même si encore une fois, on a, comment dire, lancé, cette offre de séminaire, en mars, 2020. Donc vous imaginez, la période n'est absolument pas propice, hein. On en a fait quelques-uns en juillet, en juin, juillet, enfin, en fait, ce qu'on a pu faire, quoi, de juin à octobre 2020. Mais voilà, cette offre, très rapidement, a plu, par rapport, on l'a dit tout à l'heure, aux lieux un peu qui sortent du commun. Aussi parce qu'on est en centre-ville, mais on est dans un cadre voilà, vert, grand, plutôt avec des espaces sécurisés. Encore une fois, l'eau, on peut faire pas mal de choses aussi en extérieur, donc le team building, etc. Donc il y a des animations. Il y a le massif forestier aussi d'Évreux qui n'est pas loin. Voilà, il y a aussi des équipements à proximité comme le golf, un centre équestre. Même si on voit bien que donc c'est une offre qui s'adresse plus à des cadres dirigeants. Voilà, puisque on a souvent 12 cadres qui viennent, et que l'idée est pas forcément de sortir à l'extérieur, mais donc de rester à l'intérieur de la propriété et voilà, de faire venir, d'y proposer des ateliers culinaires, d'y proposer des escape games, hein, ça marche aussi très bien. Et donc voilà, donc cette offre-là existe depuis, je vous le disais, donc mars 2020. Nos salles, donc, on a 2 salles de séminaire à l'intérieur du manoir de Joséphine. La salle, donc ce qu'on appelle de l'orangerie, que vous voyez en fait en photographie, qui fait 49 mètres carrés. Donc c'est voilà, une petite salle, hein, et la salle, le nôtre, de 40, qui peut contenir donc jusqu'à 42 personnes. Et ces 2 salles donc, fonctionnent bien, avec une troisième qui est au milieu, qui est la salle de convivialité, où depuis, bah, j'ai installé, des bonbonnières, ça marche très bien, hein, donc d'avoir du coca, des jus de fruits, et cetera à disposition, des sucres, voilà, des frigos, le café, Nespresso, enfin voilà, tout le confort pour accueillir ces cadres, et des équipements donc modernes. Alors on fonctionne avec, je sais pas, nous n'avons pas d'écran tactile, on fonctionne toujours au paperboard, mais donc on a des écrans qui fonctionnent avec un système launcher. C'est notamment la société Vivitech qui m'a fait donc l'installation. Et puis bien sûr, nous avons le haut débit. Voilà, c'est très important, et notamment aussi un informaticien
qui est présent. Ça, c'est aussi une demande récurrente, d'avoir l'informaticien qui soit présent au démarrage de la journée d'études ou du séminaire résidentiel, pour qu'en effet, il n'y ait pas de mauvaise surprise et que tout fonctionne. Donc ça, c'est vraiment un impératif. Je voulais donc remonter un peu plus haut et revenir en fait sur ce troisième bâtiment qu'on a donc restauré en août 2019, qui donc se nomme l'atelier. Alors, on ne voit pas bien l'intérieur, mais donc c'est une ancienne manufacture, puisque là, on n'est pas loin en fait, on est juste au niveau des usines de Navarre. Donc, le moulin et l'atelier, ce sont d'ailleurs deux anciennes manufactures du temps des usines de Navarre. Là, on fabriquait donc des lampes pigeons, donc lieu historique et par le château de Navarre, mais aussi par l'ère industrielle, hein, malheureusement. Donc, les usines ont fermé il y a une trentaine d'années maintenant. Du coup, voilà, entre l'atelier est un espace de 500 mètres carrés. Donc là, on a pu donc, le louer pour des grands événements, puisque on a une capacité d'accueil à 460 personnes. On en est à la genèse en fait de la commercialisation de ce bâtiment. J'avoue que on doit déployer en fait d'autres offres. Alors je travaille actuellement sur des offres on a parlé de congrès, mais de conférences de 250 à 500 personnes, on y croit, hein, une fois que le Covid ne sera plus là. Donc voilà, puis de toute façon, il faut avancer positivement dans le bon sens. Donc voilà, on travaille sur une offre à 250 et 500 personnes sur l'atelier. Et surtout aussi de trouver des solutions et d'équiper, on l'a déjà fait, sur des séminaires finalement où on peut avoir donc un séminaire résidentiel, un petit séminaire, une offre pour des cadres, encore une fois, donc de 10 à 14 personnes. Et puis, une offre aussi plus importante aussi en journée, où on utilise un peu tous ces espaces combinés de l'atelier, du moulin et donc du manoir. On l'a déjà fait et ça fonctionne bien, où on peut très facilement, puisque ces espaces en fait sont reliés, enfin sont très proches en fait en termes de proximité dans la propriété. Ils ont à chaque fois son lot de paisibilité, aussi de tranquillité. Et donc, c'est plutôt agréable en fait d'aller d'un bâtiment à l'autre. Ils sont tous les trois différents. Et donc, de faire une offre de séminaire un peu voilà, particulière. On peut très bien imaginer que dans l'atelier, qui est la conférence, dans le moulin, qu'on ait l'espace repas, au manoir, des ateliers plus privatifs. Et puis, voilà, pour celles et ceux qui souhaitent donc, dormir, on l'a aussi fait. Donc, c'est un moment, enfin voilà, ça fonctionne très bien. Nos convives sont ravis. Moi, ce que j'y dis, donc je démarre dans cette activité, donc j'ai pas encore tous les codes et toutes les clés en fait, hein, ça fonctionne. Les séminaires quand même, en tout cas, à mon niveau, beaucoup par réseau. Le réseau aussi relationnel, mais aussi le réseau, ça je le dis, donc on essaie de le développer sur les canaux qui sont voilà, LinkedIn, Insta, Facebook, de se faire connaître, pas forcément d'ailleurs que dans le séminaire, mais en fait de se faire connaître de façon tout court, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on est, on se situe, un peu nos valeurs aussi, celles qu'on a, donc celles qu'on a choisies, dans le sens où on a fait de la restauration de patrimoine, restauration forte. Voilà, on a misé en fait sur le patrimoine aussi vert. Donc on a vraiment on a misé sur des jardins voilà, de qualité. On a plaisir à y venir, on a plaisir aussi venir s'y promener et être en toute paisibilité et quiétude, alors qu'encore une fois, on est en centre-ville, pas loin de la gare d'Évreux. C'est vrai que c'est la Normandie, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Endemann, donc la Normandie n'est pas porteur forcément de l'offre de séminaire, mais je pense qu'on a aussi notre carte à jouer, et ça dans le futur. On le voit bien d'ailleurs, l'Île-de-France se tourne beaucoup vers la Normandie, qu'elle ne se tournait ces dernières années, notamment lié au contexte sanitaire, avec donc, des Parisiens qui viennent acheter.
beaucoup en Normandie, on a des nouvelles installations. Donc, on peut miser également la même chose aussi sur nos offres de séminaires, sur vraiment, enfin, j'insiste sur ce cadre vert, nature qu'on n'a pas forcément en Île-de-France. Excusez-moi, Voilà. Oui. si je peux vous couper juste 2 secondes. Oui, alors j'ai peut-être pas été très positive là-dessus, effectivement, mais si la Normandie, c'est quand même une terre de séminaires, effectivement, grâce à la proximité de l'Île-de-France. Nous, on a étudié énormément de projets en Normandie. Je pense que c'est une des régions où on a étudié le plus de projets d'espace événementiel et séminaires. Mais c'est surtout qu'en fait, pourquoi ils ont des parts de marché moindres que les autres régions, c'est parce que surtout, il n'y a pas de grosses métropoles qui drainent une très importante quantité de congrès, et c'est ça qui fait grossir les chiffres et qui draine une très grande quantité d'événements, comme d'autres régions peuvent avoir Bordeaux, Lyon, Lille, etc., etc. Là, Rouen, ce n'est pas une très grosse métropole. Voilà. D'accord. Écoutez, merci, j'ai plaisir à vous entendre, en effet, que la Normandie est une terre, comment dire, de futur et d'avenir, en effet, pour nos générations. Du coup, en fait, ça me permet aussi de rebondir sur ce que vous avez dit sur le physique. Alors, c'est vrai que nous, ce qui plaît aussi, c'est ce cadre, en fait, un peu minimaliste. Aussi, on a de l'espace qu'on ne trouve pas forcément avant, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Alors, voilà, on fait beaucoup de devis, vous l'avez dit tout à l'heure, on est très sollicité, donc j'ai beaucoup de devis. Alors, pas de retour de toute façon, enfin aujourd'hui, très clairement, les ERP sont fermés. Donc, on ne peut pas faire de séminaires. Alors, on peut faire de la formation, mais c'est complexe de faire des séminaires à 10-12 personnes par rapport à la réglementation qui existe. Donc, en fait, sur l'avenir de comment on voit les choses sur notre propriété, on veut rester et par rapport à ce qu'on nous demande, par rapport à nos clients, puisque comme j'ai dit tout à l'heure aussi, on fait de l'hôtel d'affaires depuis donc novembre. On a ouvert aussi en Paris depuis le 2 novembre. Alors c'est un petit hôtel, hein, vous avez vu, donc on a une chambre où les clients sont un peu en autonomie. On a créé un boîtier à clé, etc. Mais on voit bien qu'il y a un potentiel, et donc on veut, comment dire, donner, que ce soit donc nos clients du séminaire ou clients de l'hôtel ou de l'événementiel, plus d'outils, et notamment donc pour étayer un peu l'offre à Évreux et sur la propriété. Donc c'est vrai qu'on souhaiterait, je dis ça en toute modestie puisque il faut rester modeste, hein, c'est dur pour tout le monde. Mais donc, on souhaiterait créer en effet un restaurant, un spa. Voilà, pourquoi pas aussi une ferme permacole, puisque l'espace s'y prête. Et puis, comme on n'est pas loin d'un quartier et qu'on se passionne aussi pour l'art avec mon mari, donc de créer des résidences d'artistes. D'ailleurs, on a créé donc un fonds de dotation il y a pas très longtemps. Voilà. Et puis, sur l'avenir en tant que tel, je sais pas qui parmi donc les participants, vous avez des jeunes enfants, mais j'observe, moi, mon fils de 13-14 ans, qui n'a pas souffert du Covid, du contexte Covid, hein, c'est les générations Z. Parce que lui, il joue, alors il a ses jeux vidéo en ligne. Bon, bien sûr, hein, il continue à faire des activités sportives, etc., d'aller au collège. Mais on voit bien que ça va être la demande de demain, hein, de nos jeunes également, d'aller en effet sur de la visio, de se voir à distance, de créer en fait des événements à distance. Il n'y a pas le besoin forcément de se retrouver. Voilà, est-ce que c'est un souci aussi de génération? Enfin, en tout cas, moi, voilà. J'ai plus souffert, c'est sûr, de ne pas voir mes amis ou autres, ou de côtoyer mes collègues pendant voilà, ces derniers mois, que je vois donc mon fils de 14 ans, lui, ça ne me paraît pas, voilà, il s'en sort très bien, il n'est pas en demande, et de jouer et de côtoyer ses amis en visio, c'est pas une difficulté. Et puis, tendance aussi, hein, d'évolution par rapport au Covid, et ça restera, le télétravail. Les gens, de toute façon, ont apprécié aussi le télétravail. Je vois des transformations en Île-de-France. On avait donc
des bureaux, et les bureaux se transforment en espaces, entre guillemets, hôteliers pour les cadres ou dirigeants. Donc, ils viennent en effet travailler 2 jours la semaine. Voilà, dans ces bureaux qui se transforment un peu en hôtel, et puis le reste, ça se passe à la maison. Donc, on a une évolution de la société, les séminaires forcément seront dedans. Voilà pour… Je vous remercie beaucoup, Madame Beauvillard. Je ne sais pas si certaines personnes ont des petites questions ou souhaitent rebondir par rapport à certaines choses que vous auriez pu aussi observer dans vos lieux. Donc, j'ai vu dans le chat qu'il y avait notamment une question concernant les équipements de salle pour les proposer, pour faire des formules en hybride, à la fois présentielles et virtuelles. Donc, effectivement, là, c'est à voir, à se renseigner pour faire des devis. Parce qu'on peut être sur des fois des coûts qui sont vraiment minimes et juste des aménagements de votre salle, mais qui vous perdureront en fait dans le temps. Et puis voilà, donc là c'est vrai que c'est bien de pouvoir rencontrer des professionnels qui pourront eux vous orienter vers les tendances, mais sans partir non plus dans des choses et des coûts astronomiques, et plutôt peut-être partir sur de la location qui est temporaire pour un groupe précis et qui peut déjà permettre de voir l'utilité, si ça fonctionne bien, si ça convient bien aux demandes que vous pouvez avoir. Du coup, je vais faire la transition avec notre dernière intervenant, Madame Héricourt et Monsieur Houdard, qui vont vous présenter, eux, leur société, mais je vous laisse faire, c'est la même. Merci Madame Maguero. Bonjour à tous, à toutes pour votre présence et pour nous suivre. Vous nous entendez? Oui, très bien, tout fonctionne. Ok. Excusez-moi, du coup j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un bug. Merci Madame Beauvillard pour votre présentation, pour vos lieux sont vraiment magnifiques, ça nous a permis vraiment de pouvoir les découvrir. Merci Madame Edelman pour votre présentation, on s'est vraiment reconnu dans votre présentation. Comme vous avez pu, je pense, le voir, en fait, nous, on est plus habitués à être dans les backstage que sur le devant de la scène. Donc, on va tenter de vous faire une présentation de qui nous sommes, notre entreprise, nos domaines d'activité, et de voir en fait comment on peut répondre, vous accompagner sur cette crise Covid, comment on peut refaire de l'événement, c'est-à-dire de l'événement hybride, et comment on peut faire de l'événement en présentiel au jour d'aujourd'hui. Donc pour me présenter rapidement, moi je suis directrice de projet chez Denis Power Group. Donc nous sommes prestataires audiovisuels événementiels. Et moi, mon rôle au niveau de l'entreprise, c'est d'accompagner nos clients dans leur projet d'événement. Donc avec des solutions, d'apporter des solutions qui vont être techniques, audiovisuelles, et à la fois logistique. Dans le mot logistique, en fait, j'entends la gestion de l'accueil, de la sécurité et la gestion des flux. Voilà. Je vais maintenant passer la parole donc, à notre dirigeant qui est à côté de moi, Monsieur Houdard. Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Denis Houdard. Je suis le dirigeant fondateur. Tout d'abord, je tiens à remercier Heure Tourisme, Madame Maguero, de nous avoir donné l'opportunité de ce webinaire. Alors, notre société, elle existe depuis 20 ans à Paris et nous sommes maintenant une entreprise du territoire normand basée dans l'Eure depuis 6 ans. Je vous propose avant tout un petit clip de présentation de notre société installée à Bourneville, à côté de Pont-de-Mer, où il fait bon travailler et vivre tout en étant à 1 heure des portes de Paris.
Voilà, comme vous avez pu le voir, on a beaucoup plus de facilité quand on est dans l'audiovisuel. Moi, j'aimerais parler du territoire de l'Eure. Il y a 7-8 ans, quand Denis m'a dit qu'il fallait absolument déménager de la région parisienne pour pouvoir agrandir nos locaux et notre espace de stockage, il s'est tourné naturellement vers l'Eure. Pourquoi? Parce que l'Eure reste quand même à 1 heure des portes de Paris, à 1h30 vraiment de Paris. Depuis qu'on est ici, vraiment, on a cette qualité de vie voilà, qu'on voulait vous montrer dans cette vidéo avec des locaux suffisamment grands, des espaces communs, des espaces de travail, une qualité de vie au travail. Et on a aussi une grande mobilité, hein, c'est-à-dire que rapidement, à 40-45 minutes de où on se trouve, nous, à Bourneville, on est à Rouen, on est au Havre, on est à Deauville, on est à Lisieux. Voilà. Je pense qu'avec cette crise Covid, pour moi, l'Eure a vraiment un atout. Hein. On reste vraiment de proximité. Hein. Comme on disait, on a cette région parisienne qui étouffe, qui a besoin de verdure, qui a besoin de s'évader. Hein. Même si on n'a pas forcément l'offre hôtelière à proximité, c'est 1h30 de déplacement en bus pour déplacer une quarantaine, une cinquantaine de personnes, une centaine de personnes pour un petit séminaire. Voilà. Donc moi, je crois vraiment dans notre belle région. Voilà, aujourd'hui, on est présent. On a vraiment besoin de développer notre réseau dans l'Eure et de faire connaître notre entreprise. On va vous montrer, vous faire voir un petit clip de 45 secondes sur notre cœur de métier qui reste la réunion, le séminaire, la convention et le débat public. Mais nous intervenons aussi pour tout ce qui est inauguration. Et là, avec beaucoup de fierté, voilà, je vous l'annonce, dans 3 semaines, on va faire donc un événement en présentiel qui va être la pose de la première pierre du village olympique avec le président de la République. Voilà, donc grosse fierté. Des lancements de produits. On travaille beaucoup pour des marques comme BMW, Renault, Mini sur les lancements de gamme. Des portes ouvertes pour les entreprises. Des visites de chantier. Nous avons quand même cette chance d'avoir aussi, comme on vous le disait, d'être né à Paris, donc d'avoir notre réseau parisien et de pouvoir travailler sur les chantiers du Grand Paris, donc avec des inaugurations de trams. Des salons professionnels, dont un affectionne plus particulièrement M. Houdard, c'est le rétromobile, et des petits concerts d'artistes. Voilà, donc là, on va vous passer 45 secondes de clip pour vraiment vous faire voir le cœur de métier, la réunion, le séminaire, la convention et le débat. Voilà, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, nous travaillons pour des agences de communication, des salles, des traiteurs, des entreprises pour l'organisation technique de leurs événements. Notre stock matériel important nous permet de fournir aussi bien les petits événements que les grands événements. J'aimerais vous citer quelques références de l'entreprise, des événements régionaux, puisque nous sommes de l'Eure, les 25 ans de Center Park à Verneuil. Et puis, depuis quelques années, nous faisons les vœux des 800 maires de l'Eure à l'hôtel du département. Et on est aussi le prestataire technique de la Transat Jacques Vabre, une grande course de bateaux. Voilà, ancrés sur le territoire, nous avons avant tout un rôle de conseil auprès de nos clients. Je vous donne un exemple d'une petite entreprise de Verneuil qui nous a appelé pour un vidéoprojecteur. Après renseignement, le bâtiment était très lumineux
et la vidéo aurait été très fan. Donc, nous lui avons conseillé 2 écrans LED de 75 pouces et en prime, une petite sonorisation pour l'aider dans sa démarche auprès de ses salariés en pleine période Covid-19. Karine, je vous laisse la parole. Merci. Bon, c'est un exercice qui est vraiment pas facile pour nous parce que là, on fait du monologue et en fait, on est des personnes de contact et on ne voit pas les gens, on ne voit pas les mimiques. Voilà, il n'y a pas ce ressenti. Donc, voilà. Donc, excusez-nous si c'est des fois un peu monocorde. C'est vrai, comme vous le disiez, Denis, on est vraiment des prestataires audiovisuels. On a un très gros parc matériel qui nous permet d'être réactifs, flexibles. Ça nous permet aussi d'avoir ces connaissances techniques qui nous permettent, encore une fois, je le redis, d'être force de conseil et de solution. Pour nous, la satisfaction client fait partie de nos engagements. Donc, c'est à nous, professionnels, de s'assurer que nous répondons bien aux besoins de nos clients. Je pense que vous avez pu le comprendre aussi, les valeurs humaines, ce sont vraiment des valeurs qu'on porte, hein, la proximité client, le conseil, l'accompagnement. Nous sommes aussi une équipe de régie. Qu'est-ce que j'entends par régie? On est des gens de terrain, voilà, donc on est de formation régisseur. À côté de moi, vous aviez Monsieur Houdard qui est un ancien régisseur du Stade de France, voilà, donc il a été régisseur avant de créer l'entreprise de Nick Power Group. Donc voilà, on pourrait vous parler encore longtemps de nous, mais du coup, je vais passer la parole à Monsieur Houdard et on va vraiment là plus rentrer dans le vif du sujet, c'est repenser son offre touristique pour le séminaire et le tourisme d'affaires. Oui, merci Karine. Avant tout, je me permets de compléter, on est prestataire technique, son, lumière, vidéo, mais on a aussi du mobilier, des podiums, des tentes, des cloisons lumineuses qui permettent de faire des séparations, des espaces de travail, la mise en lumière, la décoration lumière de lieu, et puis tout ce qui est matériel actuellement très utilisé, les potelets, les bornes numériques désinfectantes. Je vous propose de télécharger notre catalogue qui se trouve sur notre site internet, Denis Power Group. Voilà, vous le savez, le contexte actuel nous a obligés à revoir le format des événements. Nous étions équipés avec du matériel nécessaire pour le streaming et la visioconférence améliorée. Donc, depuis une petite année, nous faisons beaucoup de plateaux télé, de visioconférences, de streaming. Nous proposons à nos partenaires salles, traiteurs et agences de mettre en place des studios mobiles pour la communication de leurs clients qui ne peuvent plus faire de séminaires comme avant. Voilà, Karine. Oui, c'est vrai, comme vous disiez, Denis, en fait, nos clients repensent leur communication interne, soit avec un événement 100% digital, mais aussi ce qu'on appelle aussi l'hybride mixte présentiel distanciel. Je dirais attention au 100% digital, parce qu'il faut vraiment, en plus de la maîtrise technique, il faut avoir du contenu. Donc, c'est capter l'attention, c'est comment dire, mettre de l'interactivité pour faire participer le public. Donc là, je vous ai mis un exemple. Donc ça peut être une fenêtre vidéo et un petit questionnaire, un petit chat, comme on a là actuellement avec Zoom. Ça peut être aussi mettre en place un petit module avec un sondage. Ça peut être aussi un petit module avec des nuages de mots. Donc, en fait, c'est vraiment le ressenti. On tape des mots et les mots apparaissent en plus gros en fonction du ressenti voilà, des internautes. C'est aussi mettre des animations et des ateliers numériques. Pour nous, aujourd'hui, c'est aussi des événements en présentiel, donc en petite jauge de moins de 100 personnes, avec la mise en place des mesures sanitaires. Donc aujourd'hui, pour faire du présentiel, vraiment, on va repenser l'accueil, la restauration, les flux de circulation, l'application des mesures sanitaires. Au jour d'aujourd'hui, nous faisons des événements en présentiel. Je vais me permettre de citer un exemple d'événement présentiel pour que vous puissiez vraiment comprendre comment on peut vous accompagner. J'ai une responsable de communication qui travaille à la SNCF que je connais, qui m'a demandé en décembre dernier de l'aider à mettre en place un séminaire de cohésion pour son service. Pourquoi? C'est un service qui a été créé en mars 2020. Voilà.
Les gens sont venus donc au fil du temps compléter ce service. Ils sont arrivés donc voilà un service de 40 personnes composé essentiellement d'ingénieurs et de directeurs qui travaillent sur un nouveau projet ferroviaire. La problématique, c'est que ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui se connaissent peu, hein, qui ont communiqué via Zoom, Teams, mais voilà, qui se connaissent très peu. Donc, du coup, une grosse difficulté à faire avancer le projet. Donc, ma cliente m'a demandé de l'aider et elle me dit bah, écoute, Karine, moi, j'aimerais avoir une salle quand même qui reste à 15 minutes de nos bureaux pour éviter quand même de faire déplacer trop les gens, les transports en commun. On voudrait avoir un déjeuner assis avec un buffet pendant le temps du midi. Elle me dit ça, j'y tiens, par contre, débrouille, mais tu m'organises un buffet. Bon. De mettre en place les solutions techniques et de sécurité Covid afin que l'événement puisse être validé par leur CHSCT. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot un peu compliqué, c'est le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Voilà. De mettre en place des ateliers de cohésion tout en respectant la sécurité Covid et le tout en moins de 8 jours. Voilà. Donc, grâce à mon réseau professionnel, j'ai pu lui trouver une salle à moins de 5 minutes de ses bureaux. Donc, une salle sur 2 étages qui a permis dans un premier temps donc, d'organiser la partie atelier réunion. Et une salle à l'étage, donc toujours dans le même lieu, hein, donc pour organiser la partie restauration. Une fois que j'ai identifié ma salle, j'ai mis en place un protocole sanitaire commun. Je ne vais pas vous le dérouler, il fait 40 pages, hein, c'est un travail qui est énorme quand même. Mais nous, on peut vous accompagner justement dans la rédaction de ce protocole sanitaire commun. Pourquoi? Parce qu'il reprend notre protocole à nous interne de Nipower, celui de la salle, celui du traiteur, celui de l'équipe d'animation qui est venue nous accompagner, hein, qu'on a choisi, et celui du client de la SNCF. Pour faire valider aussi ce protocole, donc il a fallu faire des plans d'implantation, donc montrer qu'on avait bien la distanciation Covid réglementaire pour faire l'événement. Et pareil au niveau de la partie restauration, donc avec 1,50 m entre chaque personne pour la partie restauration, donc un buffet avec un sens unique de circulation et des maîtres d'hôtel qui, avec des gants et des masques, servent les convives. Les convives ont un masque pour se déplacer dans la salle et au buffet. Quand ils reviennent à leur place, ils s'assoient, ils enlèvent leur masque et ils déjeunent. Voilà. Donc, ça nous a permis d'avoir des temps de convivialité. On a aussi, nous, imposé un Vigie-Covid. Quel était son rôle, le Vigie-Covid? Le Vigie-Covid, il était là pour que tout le monde respecte les consignes, pour rappeler les gens à l'ordre, parce que même si on avait envie de ce moment de convivialité, il y a des règles qu'il ne faut pas qu'on oublie. Voilà. On a mis en place des animations que nous, on appelle free contact, donc sans contact. Donc, on a pu créer des ateliers de cohésion pour la SNCF. Donc, du coup, les bénéfices c'est que j'ai eu ma cliente le lendemain au téléphone et donc elle m'a dit, je lui ai dit quel était le ressenti. Elle m'a dit, écoute Karine, vraiment super. Écoute, même moi, finalement, j'ai découvert des personnes avec qui je travaillais que je ne connaissais pas. Voilà. Et elle m'a dit, écoute, là, je me sens complètement boostée. Voilà. Donc, du coup, pour moi, c'était une mission accomplie. Et voilà. Donc, voilà, c'était vraiment un exemple. J'avais vraiment voulu vous faire comprendre, en fait, qu'il était possible au jour d'aujourd'hui d'organiser du présentiel. Je pense que c'est aussi notre façon de communiquer, hein, c'est-à-dire que nous, on communique beaucoup auprès de nos clients en leur disant qu'on est capable d'assurer un présentiel. Bien sûr, on reste sur de la petite jauge, mais on a toutes les capacités pour le faire. Voilà, je vais maintenant me permettre de repasser le mot de la fin donc, à Denis. Merci Karine. Je pense que le département de l'Eure est bien desservi. Il est accessible à 1 heure de Paris en voiture, en train. L'Eure offre un cadre qui permet de faire des événements et des séminaires de qualité dans des salles atypiques, dans un cadre de nature riche entre vallons, champs et forêts. Je pense à tous ces villages typiques le long de la Seine
Il faut absolument faire découvrir les produits du terroir et l'accueil qui est toujours chaleureux. Voilà. On est très content de travailler et de vivre dans l'Eure. Voilà, c'est le mot de la fin. Je pense qu'on a expliqué un petit peu notre activité. On est prestataire, son, lumière, vidéo, mais nous nous sommes adaptés et nous avons accompagné nos entreprises dans ces nouveaux modes présentiels, distanciels, qui est actuellement la grande tendance. Voilà. Et on espère aussi que très vite, même si nous on maîtrise le distanciel, on espère quand même très vite que vraiment le présentiel revienne parce que le contact nous manque énormément. Voilà. Si Merci. vous avez des questions, on reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était vraiment très intéressant. Puis c'est vrai, le choix de nous avoir montré un exemple, ça nous a vraiment permis de se projeter. Et je pense que pour les prestataires, c'était important aussi de pouvoir voir qu'il était possible à nouveau de continuer à réaliser des événements. Même si effectivement il y a toutes ces conditions sanitaires, mais qui aujourd'hui effectivement rentrent un petit peu dans les mœurs et dans notre quotidien malheureusement. Donc du coup on arrive quand même à faire des choses conviviales et voilà, mettre la cohésion d'équipe encore, c'est possible. Et effectivement le présentiel est important. Et je pense qu'effectivement on est dans une période qui est compliquée. Les mesures gouvernementales aujourd'hui sont pleines de restrictions, beaucoup de lieux sont fermés, les sites de lieux de visite sont toujours aussi à l'arrêt. Mais voilà, je pense que quand on va peut-être se projeter davantage sur 2022, à mon sens, à voir comment ça va évoluer ces prochains mois. Mais je pense qu'effectivement, les entreprises auront un besoin de se retrouver, de retrouver leurs équipes. Le télétravail, c'est bien, mais on a besoin de se voir, on a besoin d'échanger, faire des réunions de brainstorming aussi. Et tout ça, quand c'est en distanciel, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Et effectivement, comme tous les quatre, vous l'avez dit, Madame Edelman, vous-même et Madame Beauvillard, la Normandie a vraiment sa carte à jouer pour sa proximité effectivement avec l'Île-de-France, son accessibilité effectivement qui peut parfois poser quand même des problématiques, mais à tout problème il y a des solutions. On a quand même des trains qui arrivent et qui fonctionnent bien, on peut faire des transferts jusqu'au lieu. Donc voilà, et ce qui est vraiment recherché aujourd'hui, c'est les grands espaces, le côté vert, donc c'est ce que nous avons, donc à nous effectivement de le valoriser et d'en faire sa promotion. Et l'avantage aussi, c'est que vous avez quand même beaucoup dans l'Eure des lieux avec des grandes capacités aussi en extérieur. Ça, c'est très important. Et la possibilité aussi, chacun le sait, de pouvoir privatiser son lieu, ce qui est une garantie supplémentaire en fait pour les entreprises qui souhaitent organiser des séminaires aussi. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions. J'avais vu une question effectivement concernant les salons professionnels. Donc aujourd'hui, ils sont pour la plupart reportés en fait en ce qui concerne des salons sur le tourisme d'affaires, vraiment la partie MICE. Ils sont reportés. On va avoir quand même des sessions de salons qui existent en virtuel. On a participé à un salon la semaine dernière, donc là plus sur le marché de la clientèle groupe loisirs, mais ça fonctionne très bien. C'est un échange qui se fait en système de rendez-vous. Donc voilà, c'est aussi intéressant. On a le contact, on peut discuter. Effectivement, il n'y a pas non plus tout le brouhaha qu'on peut avoir aussi dans un salon où on a plus de mal à communiquer. Donc voilà, c'est assez positif aussi. Et on va avoir aussi un salon qui va être organisé, un salon virtuel qui est vraiment axé sur la clientèle Benelux, qui va être organisé en avril prochain en format virtuel là aussi. Et on espère effectivement sur le second semestre pouvoir à nouveau participer à des salons en présentiel, pouvoir aller à la rencontre de nos clients avec qui on continue de communiquer et continue de faire la promotion de vos lieux. Donc voilà. Et Violaine, si je peux rebondir juste sur les salons, il y a pas mal de salons qui mettent en place, et notamment je pense comme exemple à Équipe Hôtel,
des plateformes qui sont en train de mettre, enfin là, ils sont en train de la mettre en place, elle n'est pas encore en ligne, mais et je trouve que c'est intéressant comme outil, ça ne remplace pas le salon et ce n'est pas fait pour ça, mais c'est des plateformes qui permettent quand même d'avoir du contenu, des échanges, voilà, ils mettent en place plein de sortes de choses, ça peut être des conférences, ça peut être des webinaires, ça peut être des articles, etc. Mais ça donne quand même du contenu et ça permet justement, comme des salons, ça peut se tenir qu'une fois par an ou parfois une fois tous les 2 ans. Ça permet aussi entre 2 salons, et jusqu'à présent, ils ne le faisaient pas, et c'est un outil, je trouve, complémentaire du salon, d'avoir un contenu un peu suivi sur les thématiques, et c'est intéressant, je pense. Voilà, c'est un des petits effets bénéfiques qu'a eu le Covid, ça, de repenser un peu cette offre-là aussi. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il y a eu pas mal de choses qui ont été revisitées, voir pour comment communiquer, comment continuer à communiquer, promouvoir, valoriser. Et c'est vrai qu'il y a des petites choses qui vont perdurer dans le temps, mais qui permettent aussi un gain de temps, qui permettent de mieux se faire connaître, d'échanger davantage. Donc, voilà, il faut toujours tirer du positif dans les épreuves que nous passons. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, des personnes qui souhaitaient intervenir. Donc, on a mis donc Olivia, qui est en stage chez nous, nous a mis dans le chat un petit lien pour un petit questionnaire qui vous prend 3 minutes maximum, elle a mis. Pour voir effectivement par rapport à ce webinaire, par rapport à vos attentes que vous pouviez avoir. Donc voilà, si vous voulez bien prendre quelques petites minutes pour le remplir. Et bien, je vous remercie à tous. Un grand merci à nos intervenants. Voilà, il faut rester dans la lignée positive, garder la motivation, continuer, je pense aussi à échanger entre nous. N'hésitez pas à nous contacter. Peut-être revoir aussi un petit peu votre offre avec des nouvelles tendances qui pourraient se dégager et dont nos intervenants nous ont fait part. Donc voilà, on reste à votre disposition et encore un grand merci à Madame Edelman, Madame Bobillard, Monsieur Houdard et Madame Héricourt. Merci beaucoup Madame Maguero, merci de nous avoir permis voilà, de pouvoir participer à ce webinaire et puis d'avoir un petit peu mis les projecteurs sur notre entreprise. Et on est comme vous, voilà, on est des gens super optimistes et sincèrement, on croit vraiment en notre département. Pour nous, on a vraiment une épingle à tirer de tout ça. On a à mettre donc en marche toute... on va dire, tout le bénéfice de l'heure, vraiment de cette proximité de ces axes routiers, voilà, avec Paris, des axes routiers. Pour moi, je pense qu'on pourrait être un des premiers à redémarrer, sincèrement, avec une bonne communication, on pourrait justement inverser cette tendance et ramener du séminaire, de la convention à la campagne chez nous. Voilà, l'accueil est chaleureux, nous sommes des gens chaleureux, on a des produits du terroir à faire découvrir. Voilà, pour moi, on a énormément d'atouts. Parfait, c'est bon, on va vous embaucher pour la promotion de notre département. Je suis en prise de contact, voilà, donc avec plaisir. Voilà, et puis surtout, tous les prestataires présents, n'hésitez pas à revenir ou vers Madame Beauvillard ou vers le cabinet pour éventuellement des études et puis voir un petit peu par rapport à votre lieu. Et puis aussi, donc, sur l'agence Denis Power Group qui peut vraiment vous aider dans la mise en place de toutes ces conditions sanitaires, vous conseiller sur les technologies à avoir et pour l'accueil de vos séminaires et aussi le mobilier. Et merci à tous. Madame Beauvillard, je ne sais pas si vous aviez un petit mot de la fin. C'était mon premier webinaire, donc merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai fait d'autres interventions, mais pas de ce genre. Donc voilà, même si à un moment donné, on se retrouve face à son écran, on aimerait bien en effet être davantage tous ensemble, mais ça viendra. Voilà, merci d'avoir surtout eu pour moi l'opportunité donc de vous exposer, de vous parler de ce nouvel outil. Et puis tout était voilà très positif. J'aime en effet la fin et notamment on est tous des ambassadeurs de notre territoire, de la Normandie, de l'Eure. Donc voilà, c'est comme ça, tous ensemble, qu'on sera donc plus fort pour vendre notre territoire. Et ça, il faut le faire savoir, voilà, à plusieurs et pas seul dans son coin.
Tout à fait. Merci. Madame Dauvillard, c'est quand même chiant, hein, le webinaire. Oui, c'est vrai. C'est quand même pénible de parler tout seul devant son écran. Voilà. On est bien d'accord. En tout cas, un grand merci. À très bientôt. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci.